Le temps semble s'être arrêté dans cette ferme du comté de Shropshire, perdue dans l'Angleterre rurale de l'époque victorienne. L'an dernier, Ruth Goodman, Alex Langlands et Peter Jean lui avaient redonné vie, reconstituant une ferme telle qu'on pouvait en trouver dans les années 1880. Non. Thomas Acton, le propriétaire, avait suivi de près cette expérience ponctuée d'heureux événements. Le voilà. Comme ils sont mignons. Mais aussi d'échecs. Il choisit pile le jour où je dois commencer à labourer pour se mettre à boiter. Près de 12 mois plus tard, s'achevait une expérience marquante qu'aucun d'eux n'était prêt d'oublier. Aujourd'hui, ils sont de retour à la ferme. Entrez. Bonjour, monsieur Acton. Pour fêter Noël dans la tradition victorienne. Ils vont pas être déçus. Ça non alors. La grande tradition victorienne. Ils vont découvrir de nouveaux savoir-faire. Oh mon Dieu. Et en voir de toutes les couleurs lors de ce second voyage dans le temps à l'époque victorienne. Fais attention D'accord. aux pauvres fermiers de l'ère victorienne. Aux fermiers de l'ère victorienne. Santé. Avant que les festivités de Noël ne commencent, il va falloir préparer la ferme pour l'hiver. Ce qui veut dire acheter de nouveaux animaux d'élevage, Qu'est-ce que vous regardez? Je vérifie qu'il a bien tous ses attributs masculins. stocker suffisamment de nourriture pour eux-mêmes De l'huile de coude. Il n'y a pas d'autre secret. et pour les animaux. La récolte devrait être bonne. Mais les agriculteurs sont toujours à la merci des intempéries. Un an après avoir quitté la ferme victorienne, nos trois comparses ont rendez-vous avec Monsieur Acton, le propriétaire des lieux. Et c'est Rupert, le fils de Monsieur Acton, qui doit les y conduire. C'est Rupert qui nous emmène? Oui, à quelle heure? 15 heures, je crois. Alors, content d'être là? Ça fait bizarre. N'est-ce pas? Ça fait bizarre d'être là. J'ai hâte de revoir monsieur Acton. Oui. Et qu'il nous raconte tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière. Bonjour. Quel accueil. Alors, toujours aussi occupé? Oui, j'ai fait beaucoup de... Rupert a de grands projets pour ses hôtes. Vraiment? Nous aimerions reconstituer un Noël victorien à Acton Scott. D'accord. Sur la propriété? Oui. Ça alors? Quand Rupert a parlé d'organiser une fête de Noël pour tout le monde, ça m'a fait un peu peur. Mais en même temps, l'idée me plaît énormément, car j'aime bien les fêtes. Et j'aime bien faire les choses en grand. Et cette fête de Noël, ce serait pour combien de personnes à peu près? Je pensais à une trentaine, voire une quarantaine de personnes. Pour moi, ça doit servir à ça, Noël, à réunir les gens. Les hommes et les femmes qui vivaient à l'époque victorienne n'ont pas inventé Noël. Mais c'est à eux que nous devons les cartes de Noël, les décorations, les papillotes et bien évidemment le sapin de Noël. Je me souviens avoir vu d'immenses décorations de Noël dans un magazine. Un Noël victorien, je ne suis pas entièrement convaincu. Je suis un peu comme Scrooge. J'ai du mal avec Noël, qui est avant tout une fête commerciale aujourd'hui. Et les gens qui vivaient l'époque victorienne ont leur responsabilité là-dedans. On arrive. J'ai hâte de voir monsieur Acton. Bienvenue! Bonjour monsieur Acton. Ça me fait plaisir. Vous allez bien? Oui, merci. Bonjour, Peter. Bonjour monsieur Acton. Quel plaisir de vous revoir. Bonjour. Quelle force dans cette poignée de main. Ah, ça fait plaisir d'être là, monsieur Acton. Oui. Nous arrivons à la période où il y a le plus à faire. Ça tombe bien que vous soyez là. Super. Noël ne sera pas là avant plusieurs mois, mais il va falloir s'y prendre tôt pour tout préparer. Vous y arriverez. Je n'en doute pas un instant. À l'époque victorienne, un fermier devait disposer d'un grenier à foin bien rempli s'il voulait nourrir ses animaux pendant tout l'hiver. C'était la survie même de sa ferme qui en dépendait. Bien. Il va falloir commencer par là. D'accord. Faucher l'herbe de ce pré et la faire sécher pour la transformer en foin dont on nourrira les animaux cet hiver. Ok.
C'est le premier gros boulot qu'il y a à faire. Oui. C'est le mot qui convient apparemment. Le foin est un mélange d'herbes fauchées qu'on laisse sécher sur place. Pour réussir une bonne récolte de foin, il faut que le soleil soit de la partie. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est la pluie. L'année dernière, la récolte de foin avait été détruite par la pluie. Et il ne faudrait pas qu'une telle catastrophe se reproduise cette année. L'expérience avait été plutôt traumatisante. Oui. On ne décide pas du temps qu'il va faire. Mais quand la météo est favorable, il faut s'y mettre le plus vite possible. Ils n'ont que quelques semaines devant eux s'ils veulent récolter un fourrage de première qualité. L'an passé, nos apprentis fermiers avaient séjourné dans l'une des dépendances de la ferme qu'ils avaient entièrement rénovée. Depuis leur départ, Rupert a fait pas mal de changements. C'est beaucoup plus clair. Oh, mais où est passé mon jardin? Oui, je suis désolé. J'ai planté du gazon à la place. Mais on n'a pas tout perdu. Venez voir. Tout ce travail. Je l'ai installé ici. Mais il va falloir s'en occuper un peu. C'est clair. Je me disais que vous pourriez planter quelques légumes pour les fêtes de Noël. Oui, tout à fait. Mais la vraie surprise, c'est la pièce en plus que Rupert a fait construire depuis l'année dernière. Mon Dieu. Une nouvelle lessiveuse. Eh oui, je sais combien vous aimez faire la lessive. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir d'avoir la vôtre. Ces lessiveuses servaient à faire chauffer l'eau utilisée pour les tâches ménagères. Celle-ci a une capacité de près de 70 litres. Elle est magnifique, avec un poêle à bois en dessous. Mais c'est tout propre. Il n'a jamais servi, si? Non, il n'a jamais servi. Vous serez la première à l'utiliser. Ça ne servait pas qu'à la lessive. On y faisait cuire certains aliments aussi, comme les énormes puddings qu'on enveloppait dans un torchon. Et notamment le pudding de Noël. Vu le nombre d'invités, ce sera parfait. Absolument. Tu veux dire bonjour à Clumper? Bien sûr. Salut toi. Comment tu vas? Ça faisait un bail. Clumper, le cheval de trait d'Alex et Peter, s'était mis à boiter l'année dernière. Toujours aussi beau. Et intelligent. S'il est aujourd'hui parfaitement guéri, il va falloir veiller à ce qu'il reste en forme. Reste à savoir s'il se laissera convaincre de travailler avec nous. Tu te souviens comment mettre le harnais? Oui. Allez. Inspiré des jougs utilisés autrefois pour les bœufs de trait, le harnais du Shire a été mis au point à l'époque victorienne. On dirait que contrairement à nous, il a maigri. Un cheval comme Clumper peut tirer une charge d'1,5 tonnes. Ça a toujours été le plus compliqué pour Clumper. Il n'a jamais aimé avoir ça dans la bouche. Bouge pas, ne bouge pas. Voilà. C'est bien. Bravo. Ça n'a pas été facile. Ça l'est jamais avec lui. Le truc pour y arriver, c'est de glisser les pouces aux deux coins de la bouche, là où il n'y a pas de dents, au point d'articulation qui leur permet d'ouvrir et de refermer la bouche. Parce que même s'il boitait l'année dernière, c'est un costaud, Clumper. Ça fait plaisir d'être là. Oui. On va s'assurer que Clumper est bien guéri en lui faisant tirer une charrette dans la cour de la ferme. Je vois deux petites oreilles dans la porcherie. Oui. C'est sympa de voir qu'elle est toujours utilisée. Et là, nous avons la charrette de Thomas Corbett. Prêt pour la première manœuvre un peu compliquée de l'après-midi, Peter? Recule. Recule. Avance. Ça, c'est le plus dur, en fait. Recule, Clumper. Recule. C'est bien. Recule. Parfait. Recule. C'est bien. Doucement, doucement. C'est bien. Doucement. Alex et Peter remplissent la charrette de fumier qui servira au nouveau potager. Doucement. C'est bien, Clumper. Tous les yeux sont maintenant rivés sur les pattes arrière de Clumper. Il n'y a aucune raideur apparente. Il a vraiment l'air guéri.
C'est bien. Ça a l'air d'aller, non? Ouais, il a l'air en pleine forme. Ouais. On va peut-être pouvoir l'utiliser pour la récolte de foin. T'as vu ça? Notre cottage. Il est superbe. Oui. Recule. C'est bien, Clumper. Très, très bien. Bouge plus. Toujours ça de moins à faire à la pelle. Ouais. Dommage qu'on ne puisse pas la remplir de la même façon. C'est Ruth qui va être contente. La première chose que je vais faire avec cette magnifique lessiveuse toute neuve, c'est du savon de ménage. Les gens ont fabriqué leur savon pendant des siècles. Et à l'époque victorienne, on trouvait des recettes pour fabriquer son savon dans tous les manuels d'économie domestique. Quel que soit le savon que vous utilisez, que vous l'achetiez ou que vous le fabriquiez vous-même, c'est juste un mélange d'alcali et de graisse à la base. L'alcali libère les acides gras qui, par réaction chimique, produisent le savon. Et ça marche avec n'importe quel type de graisse. Là, j'utilise de la graisse de bœuf que le boucher a bien voulu me donner. Je mets le tout dans la cuve et je fais cuire jusqu'à ce que ça devienne liquide. Ça va prendre un certain temps. Ruth utilise de la soude caustique comme alcali. Je vais verser la soude caustique dans de l'eau. Là, il faut faire très attention, parce qu'il y a une réaction exothermique qui se produit à ce moment-là. Une réaction chimique qui dégage pas mal de chaleur. Oui, ça commence à réagir. Ouh, c'est chaud. Il y a tout un tas d'outils qui ont l'air très intéressants ici. Rassurés sur l'état de Clumper, Peter et Alex vont maintenant vérifier qu'ils ont bien tous les outils nécessaires. Ça va. Ils ont ressorti leur livre de référence, le livre de la ferme, d'Henry Stephens, pour y puiser quelques conseils. Pendant tout le 19e siècle, des milliers de travailleurs ont quitté les campagnes pour s'installer en ville. Un bouleversement à l'origine de la mécanisation de nombreux travaux agricoles. D'après le livre de la ferme, elle permet de retourner le foin pour qu'il sèche plus vite. Cette faneuse devrait leur faire effectivement gagner énormément de temps. Mais une autre machine va leur être plus utile encore. Celle-là, c'est la plus cool. Celle qui va nous épargner pas mal de travail. Voilà le chargeur de fourrage. Superbe machine. Le chargeur de fourrage ramasse le foin pour le déposer sur un chariot tiré par des chevaux. Avant, c'était tout le village qui se réunissait pour charger le foin à la fourche sur le chariot. Mais à la fin du 19e siècle, il y avait un tel manque de main-d'œuvre que c'était un véritable cadeau du ciel, ces machines. Va falloir qu'on la sorte de là. Oui, on va essayer. En même temps, Oui. Ça passe de mon côté. arrête, arrête. Tu m'étonnes que je trouvais ça lourd. On y est presque. Et en haut, ça passe? Ok. Super, Peter, super. Ce chargeur de fourrage pèse près de 250 kilos. Ok. Je vais avoir besoin de ton aide là pour la retenir. C'est carrément lourd. D'accord. Doucement. La vache. Bienvenue à l'époque victorienne. Ouais. Ça sent le savon. Ça ne sent plus du tout la graisse. Je vais rajouter une petite poignée de sel. Il n'en faut pas beaucoup. Je mélange. Ah oui, la réaction est immédiate. Il y a des morceaux qui se forment. Ces petits morceaux-là, c'est du savon. Du savon dur, bien corrosif et bien efficace, qui va me permettre de nettoyer des choses vraiment sales. Ce sera du savon vraiment dur. Je le vois à son aspect granuleux et blanc en l'étalant. Il sera très dur.
Il faut à peu près 4 heures pour que le savon se solidifie. Je donne un bon coup de brosse à ce pot de chambre avec mon savon bien corrosif. Et le résultat est tout simplement génial. Alex et Peter s'efforcent de remettre le chargeur de fourrage en marche. Et ça passe en dessous. C'est une machine assez complexe. La chaîne est un peu trop tendue. Mais on va pouvoir faire un essai quand même. On verra bien. On tente le coup? Oui. On y va. Bon. Allez. Ouais. Et c'est parti. Génial. Maintenant, imaginez qu'à notre place, il y a une charrette tirée par des chevaux sur laquelle on va charger le foin. Les rangées de fourches à l'arrière vont attraper le foin et le hisser jusqu'au sommet de cet élévateur jusqu'à ce qu'il bascule. Du chariot sur le plateau, ce qui devrait nous épargner pas mal d'efforts au moment du ramassage. Bon, ça marche. Tu la remets sous le hangar pendant que je vérifie le reste du matériel? Pendant qu'il n'y a pas encore trop à faire, j'ai décidé de m'avancer pour Noël et de préparer la garniture aux épices et aux fruits secs que je mettrai dans mes tartelettes de Noël. Plus on la prépare à l'avance, meilleure elle est. Pour cette recette qui date de 1850, il faut des citrons, des pommes, des raisins de Corinthe et des écorces d'orange et de citron confites. Au Moyen-Âge, c'était surtout de la viande qu'on mettait dans les tartelettes de Noël. On agrémentait de quelques raisins secs et d'un peu d'épices, parce que c'était absolument hors de prix à l'époque. Et puis, plus ces denrées importées sont devenues accessibles, plus les gens en ont mis dans leurs tartelettes. Et petit à petit, la proportion de viande a commencé à baisser par rapport à la garniture sucrée, jusqu'à disparaître complètement une fois arrivé au 19e siècle. Le seul ingrédient qu'on utilise encore et qui nous rappelle l'origine de cette recette, c'est le suif. Et les tartelettes de Noël qu'on trouve aujourd'hui en contiennent encore. Du suif, qui n'est autre que de la graisse de bœuf. Et plus particulièrement, comme celle que j'utilise dans cette recette, une graisse qui vient du pourtour de la région génitale du bœuf. Et dernier ingrédient essentiel, le cognac. On laissera ensuite macérer le mélange pendant plusieurs semaines dans des bocaux le temps qu'il absorbe le liquide et qu'il prenne toute sa saveur. Avec ça, on devrait avoir des tartelettes absolument délicieuses pour Noël. Après une semaine passée sur la ferme, il est temps de faire le point. Toi, t'as besoin d'un remontant, on dirait. Merci beaucoup. Allez, avale-moi ça. Alors, c'est dans quel état? Pas mal dans l'ensemble. L'herbe a déjà pas mal poussé et je pense qu'on pourra la faucher d'ici quelques semaines. Il va falloir qu'on surveille le ciel de très près. Oui. Ça me rappelle quelque chose. Dès qu'on parle de faire les foins, on voit les nuages arriver. Comme si on voulait nous mettre en garde. Oui, Et toi, qu'est-ce que tu penses du cottage? c'est tellement chic par rapport à notre dernier séjour. Ça fait plaisir d'être là. Et de vous revoir. Santé. Santé. Toujours aussi bon le cidre de la ferme. Ça fait du bien par où ça passe. La saison des foins ne commencera pas avant quelques semaines, mais il y a largement de quoi s'occuper en attendant. Le troupeau de moutons Shropshire du domaine a besoin d'un nouveau bélier, et la période qui précède Noël est la meilleure saison pour en choisir un. C'est le moment idéal pour le présenter à ces brebis qui pourront ainsi mettre bas au printemps. Et où trouver le plus bel étalon si ce n'est au salon, organisé chaque année par la Société royale de l'agriculture. Ce salon existe depuis 1839. Il se tient aujourd'hui à Stoneleigh Park dans les Midlands.
Le docteur John Wilson est le bibliothécaire de la société. L'objectif de la société et des salons organisés chaque année a toujours été l'excellence. On y présentait les plus beaux animaux, mais aussi les meilleures méthodes d'élevage. Les prix étaient très disputés et c'était toujours une grande source de fierté d'en remporter un, non seulement pour le propriétaire de l'exploitation, mais aussi pour tous les ouvriers qui travaillaient pour lui. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'Angleterre était l'un des plus grands pays d'élevage du monde. À l'époque victorienne, les paysans anglais étaient d'excellents éleveurs, très appréciés pour leur savoir-faire. Il faut dire que le choix d'un bélier était déterminant dans la qualité du troupeau et des revenus qu'il rapportait à l'éleveur pendant des années. Peter a fait appel à un vieil ami pour l'aider. Richard Spencer a été éleveur de moutons pendant une 50aine d'années. On m'a chargé d'acheter un bélier pour notre troupeau. Ah, Et je me permets de te demander conseil. énorme responsabilité. Énorme, oui. Tu frappes à la bonne porte. Je vais te montrer les différentes races. Il y en a un certain nombre. Et quand tu auras fait ton choix, on en rediscutera. D'accord, super. C'est toi qui as l'argent, c'est toi qui décides. Richard a choisi 4 races de moutons très répandues à l'époque victorienne. Il y a 2 Hampshire, 2 Shropshire, 2 Wensleydale et 2 Oxford. Premier sur la sellette, le mouton Oxford. Je cherche quoi exactement? Ça dépend de ce que tu veux en faire. Si c'est la viande qui t'intéresse, tu mets la main là. Il est là ton rôti du dimanche, avec ses petites pommes de terre nouvelles, ses petits pois et la sauce à la menthe. Tu trouveras pas mieux. Rien à voir avec ceux-là qui ont une laine magnifique, très longue, et qu'on appelle les Wensleydale. L'agneau sera de meilleure qualité s'il a plus de lait? Il grandira plus vite en tout cas, surtout si c'est un Shropshire. Le Shropshire est un excellent support de croisement, mais il faut y ajouter quelque chose d'autre. Et la tête? Tu regardes la tête aussi? Alors si c'est un bélier que tu veux, tu vas en choisir un qui ait l'air viril et écarter tous ceux qui ont l'air trop doux et efféminés. Pour une femelle, ça va, mais pas pour un mâle. Le bélier, il faut qu'il soit viril, sûr de lui, prêt à s'imposer auprès des femelles du troupeau, qu'il ait l'air agressif. Et tous ces béliers ont l'air agressifs. Passons maintenant au Shropshire, la seule race que Peter connaît un peu. Qu'est-ce qu'on demande à un bélier? Qu'il améliore la qualité du troupeau? Exactement, qu'il se reproduise. Et il se reproduit avec quoi? Ses bijoux de famille. Il faut qu'il ait 2 belles valseuses bien équilibrées. C'est toi qui vas devoir choisir et j'aimerais pas être à ta place. Il faut que j'imagine les petits qu'il aura avec les femelles du troupeau. Exactement. C'est un choix très difficile. C'est ça l'élevage. Pendant ce temps-là, à la ferme, Alex continue de s'activer pour préparer la moisson des foins. Bonjour Yann. Il est venu rendre visite à Ian Wall, le menuisier d'Acton Scott. La moisson des foins approche et on va avoir besoin d'un râteau à foin. Et visiblement, tu es le seul à pouvoir me montrer comment en fabriquer un. C'est dans mes cordes. Le râteau à foin est un outil indispensable pour rassembler et ramasser les foins coupés. À l'époque, ils étaient en frêne. Il va falloir la fendre avec une hache et un maillet. D'accord? Tu vises le milieu et tu tapes sur la hache avec le maillet. D'accord. Tu te mets là, Il va me falloir combien de coups de maillet, tu crois? une dizaine peut-être. 1, 2, 3. On se croirait à Interville. Oui. 5, 6, 7, 8. Allez plus fort. 9. Encore un. Et 10. Désolé, Alex. Comment ça? Elle n'est pas fendue. Elle continue à se fendre, je l'entends. La hache est coincée. Continue, continue. Allez, allez, sors de là. Je vais tenir la hache. Je voudrais pas que tu te la plantes dans la jambe. J'y suis presque. Ça y est. Ça, c'est quelque chose que personne n'a encore jamais vu. Quoi? L'intérieur de cette bûche. C'est vrai. Génial. Ça, c'est le cœur du tronc d'arbre quand il était tout jeune. Ok. Alex le rabote pour lui donner une forme rectangulaire. Ce sera la tête du râteau. On va percer les trous. Je fixe la tête dans l'étau. D'accord. Redresse un peu. Encore, encore, encore. Stop.
D'accord. C'est bon. Faut qu'il soit bien aligné. Sinon, il risque d'avoir des dents de lapin, mon râteau. Et avec ça, Les dents du râteau maintenant. tu poses le bout de bois sur cette tige métallique qui est creuse D'accord. et tu tapes jusqu'à ce que tu arrives au bout, d'accord? Vas-y, ta première dent. Ok. Dans l'Angleterre rurale de l'époque victorienne, les menuisiers étaient très nombreux. À l'époque, on appelait ces artisans pourtant très qualifiés des bodgers, des rafistoleurs. Ian a sa théorie là-dessus. Le bodger était un menuisier qui travaillait le bois vert. Il faisait des pieds de chaise, des pieds fuselés. Et comme le bois vert travaille en séchant, qu'il rétrécit, une fois que ses pieds avaient séché, il ne s'adaptait plus forcément au trou qu'il avait fait dans l'assise de la chaise. Il devait rectifier le tir, rafistoler en quelque sorte, même si lui n'y était pour rien. Après tout, c'était le bois qui travaillait. Il faut ensuite enfoncer chacune des dents dans la tête du râteau. C'est bon, tu y es. Et voilà. L'instant de vérité maintenant. D'accord. Je vérifie qu'ils sont bien alignés. Qu'est-ce que t'en penses? J'en vois un qui est pas dans le rang. Un ou deux. Je m'attendais à pire. Mais ça pourrait être mieux. Non, c'est pas mal, hein? Une véritable œuvre d'art, même. Tu peux être fier. Bon, Pete, tu les as tous vus. Tu les as examinés, tu connais leurs caractéristiques. C'est à toi de décider maintenant. Je t'écoute. C'est pas évident du tout. Je serais assez tenté par le premier Oxford, pour la forme de sa croupe. Je comprends. En même temps, Monsieur Acton tient à ce que ce soit un Shropshire. Un Shropshire. Ouais, il tient à ce que la race reste pure. D'accord. Il te reste plus que ces deux-là. Il a l'arrière-train plus large, celui-là. Oui, entièrement d'accord. Ce qui me ferait pencher en sa faveur. Mais il ne suffit pas d'acheter de nouveaux animaux d'élevage pour se préparer à l'arrivée de l'hiver. Le pain était l'aliment de base des agriculteurs et la farine indispensable pour passer l'hiver. Ruth et Alex vont moudre du blé comme on le faisait traditionnellement à l'époque victorienne. Oh, il est beau. Magnifique. Ça aide, non, quand on porte un fardeau pareil? C'est vrai. Au milieu du 19e siècle, l'Angleterre comptait quelques 10 000 moulins à vent comme celui-ci. Aujourd'hui, seule une cinquantaine fonctionne encore. Le moulin Wilton, dans le comté du Wiltshire, a été construit en 1821. Première étape, faire tourner les ailes du moulin. Chaque aile fait 10 mètres de haut. Steve Shidjay a été formé pour pouvoir grimper au sommet des ailes. Il ne faut pas avoir le vertige pour monter là-haut. C'est clair, surtout quand on arrive en haut. Comment ça s'est passé la première fois? J'étais terrifié. J'avais les jambes qui tremblaient. Le meunier était seul à faire tourner le moulin, aidé de sa femme ou d'un apprenti. Tu serres bien et tu peux envoyer. Cela fait 15 ans que Mike Clark est meunier. Et c'est parti. Et va monter jusqu'au 4e étage. Donc ce bruit-là, on va l'entendre encore 3 fois. D'accord. 1. Crac, crac. Il faut pas s'énerver dans ce boulot. Ça fait 2. Au 3e, je lâche la corde et le sac retombe sur 2 battants qui viennent de se refermer. Très astucieux. Au 4e étage, on verse le blé dans la trémie qui descend ensuite jusqu'au meule. Enlève le frein, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous venez de faire, là? J'ai défait le frein. On passe à l'intérieur? Oui, on va pouvoir commencer le meulage.
Allez, viens, mon grand. Le nouveau bélier Shropshire vient d'arriver. Que penses-tu d'Acton Scott? Les champs sont de ce côté-là. Là, tu as l'entrée. C'est ici que tu vas habiter maintenant. Oui, je sais. Je compte sur toi, hein? Salut Merle, ça va? Salut Peter, J'ai un bélier. je vais t'ouvrir. Merle Wilson est responsable de l'ensemble des animaux de la ferme. C'est elle qui va valider ou non le choix de Peter. Qu'est-ce que vous regardez? Je vérifie qu'il a bien tous ses attributs masculins. Ah, d'accord. Il faut qu'il puisse faire son boulot, sinon ça sert à rien. Eh oui. Il en a 2, pas de problème. Les dents maintenant. Je vérifie juste qu'elles viennent bien s'appuyer contre le bourrelet. De la mâchoire supérieure. Les moutons n'ont pas d'incisive sur la mâchoire supérieure, ce qui leur permet d'attraper plus facilement la végétation avec la langue. Et cela concerne tous les ruminants, bovins, antilopes, y compris les girafes. Ces 2 grandes dents, là. Un cheval donné, on ne regarde pas les dents. Mais si vous payez le prix fort pour un mouton, mieux vaut vérifier ses dents. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est calme, et c'est important. Il y a des béliers qui peuvent être très agressifs. Monsieur Acton sera très content. Il est à vous. Viens, mon grand. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ça, ce sont les meules. Le blé qu'on verse là-haut descend par ce conduit, l'auget, pour arriver dans cette trémie, dont le fond communique avec le sabot. Le sabot fait vibrer le blé, et cette pièce qu'on voit là, le babillard, bat le blé et le fait descendre dans l'œillard de la meule. Pourquoi on appelle ça un babillard? Bonne question. À cause du bruit qu'il fait toute la journée. C'est vrai que c'est bavard, un moulin. De vraies pipelettes, oui. Des pipelettes. Chaque meule pèse plus de 750 kilos. Leur vitesse de rotation peut aller jusqu'à 120 tours par minute, 2 tours par seconde. Mais tout dépend de la force du vent. T'as vu comme ça a ralenti? Le vent est tombé. Oui, Et hop, plus rien. On va peut-être devoir arrêter. à cause du vent. Enfin, du manque de vent. Oui. Parce que quand il n'y a plus de vent, les meules ne fonctionnent plus. Tout s'arrête. Eh oui. Elle sort par où, la farine? À l'étage en dessous. On dirait qu'il s'est complètement arrêté cette fois. Oh, quelle folle journée. Allons voir cette farine. Il faut la toucher. Qu'est-ce que tu en penses, Ruth? Elle n'est pas très fine. C'est vrai. On peut modifier le réglage pour avoir une farine plus ou moins fine? Bien sûr. Les meules sont juste au-dessus. Et cette manette-là sert à régler l'écartement des meules. D'accord. Quand ça tourne, la farine tombe par ce conduit. On la passe entre le pouce et l'index. Et comme on a l'habitude, on voit tout de suite si elle est assez fine ou pas. Et on tourne la manette en conséquence. C'est très intuitif, en fait. Ouais. Tout se fait au toucher et à l'odorat. On utilise tous ses sens pour faire tourner un moulin. À la merci des intempéries, les fermiers du 19e siècle devaient savoir interpréter les signes de la nature pour savoir à quel moment semer et récolter. La saison des foins approchant à grands pas, Peter a tenu à demander conseil à un homme avisé. Les hirondelles volent bas. Oui, Monsieur Acton a toujours vécu à Acton Scott et il connaît bien le climat du Shropshire. À l'époque, il n'y avait pas de bulletin météo quotidien. Alors comment savoir à quel moment faucher et quand la saison des foins arrive? la seule solution qu'ils avaient, c'était d'interpréter au mieux les signes de la nature, Par exemple? comme ces hirondelles, qui se nourrissent d'insectes et qui actuellement volent très bas, ce qui veut dire que l'air est humide. D'accord. Quand l'air est sec, les insectes volent plus haut, et donc les hirondelles aussi. Et puis les nuages aussi nous apportent pas mal d'informations. Celui-ci, là-bas, est en train de se transformer en cumulonimbus.
C'est pas bon signe. Non, c'est signe de pluie en général. Cela fait plus de 50 ans que la famille Acton enregistre chaque année le niveau de précipitation tombé sur la propriété. Des données précieuses pour un agriculteur. Il y a eu un violent orage hier. Et on va utiliser l'eau recueillie dans cette bouteille pour savoir à combien de centimètres ça correspond dans ce verre gradué. Ce qui nous fait 73. Avec 2,5 cm, on a 100 tonnes d'eau par demi-hectare. Alors 73, ça ferait combien? Dans les 25 tonnes d'eau par demi-hectare. Oui. 73. Ça fait beaucoup d'eau, ça. Oui. Alors autant éviter qu'elle tombe sur vos champs. Pendant que l'herbe sèche, les préparatifs pour Noël se poursuivent. Les fêtes de Noël ont beaucoup changé à l'époque victorienne. Pour en savoir plus, Peter est venu rendre visite à un fabricant de jouets du nom de Jeff Nunnery. Bonjour, Jeff. Bonjour Peter, ça va? Enchanté. J'adore les jouets en bois. Ça me rappelle tellement mon enfance. J'ai plus ou moins grandi en Allemagne, où ils sont fous des jouets en bois là-bas. L'industrie du jouet est née à l'ère victorienne et depuis cette époque, les jouets sont indissociablement liés à Noël. Qui achetait ce genre de jouets à l'époque victorienne? Je pense qu'il y avait deux types d'acheteurs. Les gens les plus fortunés, évidemment, qui pouvaient s'offrir ces portes à panneaux pour maisons de poupées qui demandent énormément de travail et donc de temps, tout comme ces fenêtres qui vont sur la maison de poupée et qui étaient donc très chères. Et puis, les gens plus modestes, qui eux achetaient plutôt des bilboquets, des jouets relativement simples à faire, qui demandent moins de temps et qui sont donc moins chers. Pourtant, même les jouets les moins chers étaient encore trop chers pour la classe ouvrière. C'est à l'époque victorienne que les gens ont vraiment commencé à s'offrir des cadeaux pour Noël. Ça a aussi été le début de nombreuses autres traditions, comme celle du Père Noël. À l'époque victorienne, on n'avait pas encore une image très arrêtée du Père Noël. Il apparaissait encore sous diverses formes, avec des costumes différents. L'image que nous en avons aujourd'hui n'est apparue que dans les années 1930, quand Coca-Cola a lancé une campagne de pub avec ce joyeux personnage, tout de rouge vêtu, qui portait une longue barbe blanche. J'espère ne pas me tromper et faire plaisir aux enfants d'Acton Scott. Je vais vous en prendre deux comme ça. Très bien. Pour les agriculteurs de l'époque victorienne, pas question de faire la trêve de Noël. Il fallait à tout prix stocker assez de fourrage pour l'hiver. Le soleil brille et le temps est au beau fixe pour les jours à venir. L'heure est venue de faucher les foins. Brian Davis, qui connaît bien les chevaux, est venu prêter main forte. Brian est venu avec ses 2 Shires, qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Enlève-le. Ça y est, c'est parti. Alex et Peter se chargent de l'endénage, la mise en rang de l'herbe coupée. C'est génial. Excellent. Elle est bien épaisse. La récolte devrait être bonne. Et vous n'allez pas nous croire, le soleil est de la partie. Il marche bien ton râteau? Super bien. Et tu veux savoir pourquoi? Ouais. Parce que Monsieur Acton m'a donné un excellent conseil. En général, quand on ramasse les feuilles de son jardin, on le tient comme ça. Mais c'est très mauvais pour les dents, ça casse. Ouais. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Tu le glisses sous le tas d'herbe et tu soulèves. Joli geste. Merci, Peter. Fini les bavardages, on bosse. Après l'endénage, il faudra retourner et étaler l'herbe coupée sur toute la surface de la prairie pour qu'elle puisse sécher. Mais plus la journée avance,
plus les nuages s'accumulent dans le ciel. Qu'est-ce que t'en penses? Pas terrible. T'as vu ce cumulonimbus là-bas? On gérera s'il pleut. On n'a pas le choix. Elle est coupée maintenant. C'est lourd. Je sais. À la laiterie, Ruth et sa fille Eve préparent la fête qui marquera la fin de la récolte des foins. On va faire du beurre. On commence par verser la crème. Elle est géniale, cette baratte. C'est juste un tonneau qui tourne autour d'un axe, mais c'est très efficace. Prête? À toi de jouer maintenant. Et n'aie pas peur d'y aller. De toutes tes forces. En faisant tourner la baratte, on sépare les particules de matière grasse contenues dans la crème et qui, au bout d'un moment, s'agglomèrent entre elles pour former les grains du beurre. Ces grains deviennent de plus en plus gros, un peu comme si une planète se formait. Et à la fin, quand tout est séparé, on a toutes les matières grasses regroupées d'un côté et de l'autre le bas beurre, le liquide. Il faut être attentif au bruit que ça fait à l'intérieur. Quand le beurre commence à se former, on entend le fouettement du liquide contre les parois, parce qu'il y a d'un côté le beurre qui s'est solidifié et de l'autre le liquide. Je crois qu'on y est presque. Ça fait plus le même bruit. Oui, j'ai l'impression. Tu entends? Ouais. Ça fait floc. Ouais. Oui. Ça a marché. Voilà, le beurre et le bas beurre. Pour extraire le bas beurre, on utilise une machine inventée au 19e siècle qu'on appelle un pétrisseur à beurre. On entend le bas beurre qui coule. Cette machine permet d'éviter le pétrissage à main nue qui risque de faire fondre le beurre. L'une des principales qualités qu'on demandait aux laitières, c'était d'avoir les mains froides. Mais ce n'était pas la seule. Les laitières, comment dirais-je, faisaient fantasmer les hommes. Il fallait qu'elles soient très propres, que la laiterie soit toujours d'une propreté irréprochable, tout comme leurs vêtements. Et cela faisait fantasmer les messieurs. Et ça se retrouve dans la littérature. Prenez le personnage de Tess, dans Tess d'Urberville par exemple. C'est une laitière, une jeune fille propre, pure et belle, qui évidemment ne le restera pas longtemps. Alors fais attention à toi, jeune fille. T'inquiète. Si tu vois un gentleman, Sauf toi. et fais-toi plein de tâches qu'il ne sache pas que tu es laitière. Pourquoi les mères sont-elles toujours aussi embarrassantes? Magnifique. J'espère que ça fera plaisir aux garçons. Doucement, doucement. Finalement, il n'a pas plu. Et Alex et Peter vont maintenant pouvoir passer au fanage, faire sécher l'herbe coupée pour en faire du foin. Et ils ont décidé d'expérimenter la méthode préconisée par Henry Stephens dans son livre de la ferme. On y est. Belle mécanique. Il ne reste plus qu'à la voir à l'œuvre. Oui. Alors là, il y a deux écoles. La plupart des gens du coin vous diront que traditionnellement, on fanait l'herbe coupée en la laissant tout simplement sécher au soleil pendant 2-3 jours, de manière à ce que la partie supérieure soit sèche, donc plus légère et plus facile à travailler. Stephens, lui, propose une nouvelle façon de faire, plus moderne, avec cette machine, une faneuse, qui, avec ses fourches rotatives, va retourner et aérer l'herbe fraîchement coupée pour lui permettre de sécher plus vite. Je vais relever les fourches pour qu'elles puissent toucher le sol. Voilà. Bon, maintenant, il faut faire attention. Alors, impatient? J'ai le trac, tu veux dire? Ça y est, on fait les foins. Ouais, allons-y. Comme Alex et Peter, Clumper n'a encore jamais utilisé de faneuse. Doucement, Clumper. Doucement. Doucement. C'est bien. Doucement, 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 doucement. Doucement. Oh, 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 oh.
Arrête-toi. Visiblement, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Est-ce que ce serait l'herbe qui lui tombe? Oui, elle lui tombe dessus. Oui, sur les fesses. C'est sûrement ça, oui. Et si j'inversais le sens de rotation? Ouais. Ok, ça va l'envoyer vers l'arrière maintenant. Ah, voilà. Maintenant que l'herbe ne lui tombe plus dessus, Clumper semble beaucoup plus détendu. Franchement, là, c'est super. S'il ne s'énerve pas, et si je ne m'énerve pas, on devrait y arriver. Ça sèche déjà? On n'est pas au bout de nos peines, mais ça avance, mine de rien. Doucement, c'est bien. Une semaine plus tard, l'herbe a pris une belle teinte dorée. Il va maintenant falloir la rassembler pour qu'elle soit plus facile à charger. C'est un râteau faneur et ça sert à rassembler le foin en andin. C'est génial comme machine. Ça y est, tu crois? On l'a, notre récolte de foin? On n'a jamais été aussi près. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de rentrer le foin, la pluie s'invite. Pendant plusieurs jours, elle tombe sans discontinuer sur le foin qui avait presque eu le temps de sécher. Une fois l'herbe coupée, on n'a plus le choix. Il faut récolter les foins. Ce serait simple si on pouvait décider du temps. Mais là, il pleut, et il pleut des cordes. S'il continue de pleuvoir, non seulement ce sera un échec pour nous, mais en plus ce sera le deuxième échec de suite. On touchait au but, et maintenant on risque de tout perdre à cause de la pluie. Il va pourrir sur place. C'est horrible. Vraiment horrible. Confiné à l'intérieur à cause de la pluie, Ruth décide de faire du pain avec sa farine fraîchement moulue. Les fours traditionnels en briques comme celui-ci existent depuis des siècles. Et franchement, il n'y a pas mieux pour cuire le pain. Je vais commencer par faire un feu pour chauffer les briques. Ce n'est pas le feu, mais les briques bien chaudes qui cuisent le pain. Quand on vivait sur une ferme, ce n'était pas le bois de chauffage qui manquait en général. Pour les autres, mieux valait acheter son pain chez le boulanger tant le bois et le charbon étaient chers. Quand on est allé au moulin, on a récupéré une excellente farine, riche en son. Le son, c'est bon pour le transit. Mais s'il y en a trop dans le pain, ça donne un pain très lourd, à la mie très serrée et un peu trop ferme. Et à l'époque victorienne, on préférait le pain plus léger. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est retirer un peu de son. Cette opération s'appelle le blutage. L'objectif n'est pas de retirer tout le son, mais une partie seulement, afin d'obtenir une farine semi-complète. Mais les nouvelles technologies utilisées au XIXe siècle faisaient qu'on retirait tout le son dès le début du processus de meulage. Si on enlève tout le son, il ne reste plus que de l'amidon. Et il y avait tellement de gens qui ne se nourrissaient que de pain et de pommes de terre que c'est devenu problématique. Un pain pauvre en éléments nutritifs, même si la miette épaisse, n'est pas très bon pour la santé à la longue. Et c'est devenu tellement problématique qu'il a fallu faire voter une loi pour réintroduire des éléments nutritifs dans la farine qui servaient à faire le pain. Puis on ajoute de la levure, de l'eau et du sel. Ça commence à prendre.
C'est là qu'on va commencer à s'amuser. Il faut la pétrir. Plus on pétrit longuement et énergiquement, plus on a de chances d'obtenir un pain léger et moelleux. C'est du boulot de faire du pain. C'est vraiment dur. Et si vous n'y mettez pas toute votre énergie, ça se verra forcément au final. 4 heures plus tard, la pâte est levée. Je la tape pour chasser l'air. Et je vais pouvoir lui donner forme. La forme qu'on donnait traditionnellement au pain qu'on faisait à la maison, c'était la boule. Donc c'est ce que je vais faire. Maintenant, je vais enlever les cendres du four, ce qui n'est jamais évident. Le feu s'est éteint. Le four est bien chaud. Il faut que j'enlève la cendre plus vite pour pouvoir enfourner le pain avant que la température ne baisse trop. Il faut faire très attention, parce que vous pouvez vous brûler les pieds avec les cendres brûlantes qui vous tombent dessus. Je peux enfourner le pain maintenant. On pouvait faire cuire une douzaine de pains dans un four comme celui-ci, voire 13 à la douzaine. On va les laisser 45 minutes. Le soleil est enfin revenu. Le foin a survécu au déluge. Alex a prêté son râteau à foin à Ruth. On va pouvoir mettre le chargeur de fourrage en marche. Il a l'air en bon état. On est censé travailler pendant ce temps-là. Attention! Ah zut! À mon avis, on va en baver. Ça me passe entre les jambes. C'est original. Faute! On essaie de construire comme un mur de foin d'un côté et un autre de l'autre côté, tout en marchant dessus pour bien le tasser et en mettre le plus possible sur le plateau. C'est pour m'occuper que vous en faites tomber? Exactement. Il faut bien que tu aies un travail, sinon c'est l'asile qui te pend au nez. C'était ta jambe? Oui, c'est passé pas loin. Désolée. Oh non! Remarque, c'est pas moi que ça gêne le plus. Il va falloir que tu travailles à 4 pattes maintenant. Oh mon Dieu. J'ai l'impression de faire du canoë. Allez plus vite, Peter. Elle est vraiment géniale, cette machine. Demandez à Alex. Je ne lui ai donné qu'un seul coup de fourche. Malgré leur efficacité, les chargeurs de fourrage étaient très peu utilisés à l'époque victorienne. Et Peter et Alex commencent à comprendre pourquoi. L'une des raisons de leur insuccès, c'est qu'en fait, c'est extrêmement difficile de travailler sur un chariot en mouvement. C'est le plateau, ça? Oui. Ok. C'est bon? C'est bon. Ah, Peter! Ça y est, on a fini. Dernière étape, rentrer la récolte dans le grenier à foin pour que les animaux aient de quoi manger tout l'hiver. Alex et Peter peuvent être fiers d'eux, car de tous les travaux agricoles, la fenaison est sans doute le plus important. Vous pouvez pas imaginer le plaisir que c'est d'avoir tout ce foin jusqu'aux genoux. Parce que franchement, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Tu sais quoi? Quoi? Je boirais bien une bière. Après tout le mal que chacun s'est donné, l'heure est maintenant à la fête. Now 'twas as
Le chanteur de musique folk, John Kirkpatrick, est venu mettre l'ambiance. Si les paroles semblent bien innocentes, c'est que John a fait le tri dans son répertoire. La plupart de ses chansons étaient bien plus osées. La récolte du blé et celle du foin étaient les deux temps forts de l'année où hommes et femmes se retrouvaient à travailler ensemble toute la journée. Et la plupart de ces chansons racontent ces instants volés où on batifolait derrière les meules de foin et qui donnaient lieu quelques mois plus tard à un autre type de récolte. C'est peut-être pour ça qu'on a introduit la machine, pour se débarrasser de la main-d'œuvre. Oui, c'est sûrement pour ça. Et voilà. Place maintenant au pain et au beurre fait maison. Excellent le beurre. Et ce pain, franchement, quel régal. Il est vraiment délicieux, n'est-ce pas? Reste à savoir si M. Acton sera satisfait de la qualité des foins récoltés. Bonjour, Monsieur Acton. Bonjour, Monsieur Acton. Bonjour, Alex. Peter, c'est un échantillon. Alors, qu'en pensez-vous? Pas mal du tout. L'odeur en dit long sur la qualité du foin? Ça, oui, oui. Il faut qu'il sente bon. S'il sent le moisi, ça veut dire qu'il y a des spores de moisissure et ça n'est pas bon pour les animaux. D'accord. Oui, il sent vraiment bon. Ravi de l'entendre. Les animaux vont vraiment se régaler cet hiver. Nous allons vous interpréter Sir Roger de Coverley, une très vieille danse folklorique anglaise que les Écossais ont appelée la gig du faneur. Une danse de circonstance, donc, qu'un chant de Noël décrit comme l'une des danses folkloriques les plus typiques de la période de Noël, pour vous mettre dans l'ambiance. À droite, et on tourne. Suivant. À gauche. Bien en rythme. Avec les deux mains. Et dos à dos. Le grenier à foin est plein à ras-bord de foin fraîchement coupé. Une bonne chose de faite. Quel soulagement. Avec les deux mains. De quoi tenir tout l'hiver. Oui, Félicitations. félicitations. Et dos à dos. À Noël. Oui, santé. Sottise, comme dirait Scrooge. Au milieu. Dans notre prochain épisode, Noël approche. On ne pense plus qu'aux cadeaux qu'on va faire, aux friandises de Noël et à se protéger du froid. Première brique. Il y aura 10 000 briques à fabriquer C'est dur. Vraiment dur. et une forge de forgeron à mettre en route. Ajoutez un peu de magie victorienne à votre Noël avec Alex, Peter et Ruth qui vous donneront des idées de cadeaux, de recettes, de décoration et bien plus encore.